Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de la rubrique le sismologue Éric Calais. Avec notre invité ce matin, on va très certainement parler de séisme, tremblement de terre. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de quoi s'inquiéter? Et des questions que l'on aura donc à poser. Et aujourd'hui, de façon tout à fait spéciale, nous aurons donc à recevoir quelques questions de la part du public de Métropole, mais ce sera après la première partie, disons à la deuxième partie de l'émission. Professeur Éric Calais, bonjour, bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, toujours un plaisir de venir à Métropole. Et dans quelles circonstances vous êtes ici? C'est l'oiseau de mauvais augure qui est en Haïti, non? Non, bien sûr que non, je suis là, comme d'habitude, je dirais, pour travailler avec les institutions haïtiennes avec qui je collabore depuis longtemps, en l'occurrence le Bureau des mines et de l'énergie, avec qui nous organisons une surveillance du territoire national pour mieux comprendre la sismicité, les failles, le risque, etc. Donc c'est une visite professionnelle essentiellement. Je me rappelle toujours cette interview que vous m'avez accordée des États-Unis étant quelques jours après le tremblement de terre de janvier 2010. Et quand j'avais réussi à vous rejoindre là-bas, on attendait ou encore on espérait une parole rassurante de la part du sismologue. Par exemple, est-ce que la terre allait arrêter, allait cesser de trembler? Mais les propos n'étaient pas trop rassurants à ce moment-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Éric Calais? Est-ce que les études se sont poursuivies? Est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes? Est-ce que la terre va encore trembler bientôt? Alors, ce n'est pas d'Éric Calais qu'il faut attendre, il faut attendre de la Terre. Et la Terre, elle fonctionne indépendamment de Wendell, d'Éric Calais et de Radio Métropole, Télémétropole. La Terre, elle fonctionne de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui depuis des millions d'années. Le tremblement de terre en Haïti, ça fait des millions d'années. Il y en aura encore pendant des millions d'années. Donc cette menace, elle est inexorable. Elle ne va pas changer, et ni vous, ni moi, ni personne ne va la modifier. Il se trouve que ce pays est installé avec son voisin dominicain sur une île qui existe elle-même parce qu'elle est sortie des eaux à force de tremblements de terre successifs sur des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ça ne va pas changer. On décide d'occuper ce territoire, on décide de construire les villes, de s'installer, de fonder des sociétés, des nations. Eh bien, il faut vivre avec cette réalité qui, elle, ne changera pas. Donc, voilà, je peux pas rassurer de ce point de vue-là, c'est certain, la Terre, elle fait ce qu'elle veut, elle l'a toujours fait. Elle est indépendante. Elle est indépendante de nous. Par contre, évidemment, l'autre aspect l'autre partie de l'équation, on va dire, c'est ce que nous décidons de faire en termes d'occupation du territoire. On peut décider de construire correctement. On peut décider de construire à des endroits moins susceptibles aux risques naturels que d'autres. On peut décider de construire des bâtiments qui vont résister aux tremblements de terre. On sait le faire, même pour des bâtiments construits par des maçons qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas des ingénieurs. Donc on sait s'organiser, les sociétés savent s'organiser, les ingénieurs, les maçons peuvent apprendre comment construire par rapport à cette menace. Donc après, c'est une décision. Est-ce qu'on décide de le faire ou pas? Nous avons pris la décision d'occuper cette partie de l'île, nous Haïtiens. Est-ce vrai que la terre tremble beaucoup plus en Haïti qu'en République dominicaine? Ou bien est-ce que nous sommes pas trop chanceux, nous, Haïtiens? Non, c'est pareil. Vous êtes sur le même bateau. C'est la même. Cette île, c'est un bateau avec deux grandes failles. Il y en a plus, mais enfin deux grandes failles principales, une au sud, une au nord, qui concernent les deux pays de la même façon. D'ailleurs, quand Christophe Colomb est arrivé sur l'île, il y a bien longtemps maintenant, il a laissé quelques personnes pour installer à Santiago, dans la vallée du Cibao, la première ville du Nouveau Monde. Ils se sont installés là parce que c'est une vallée fertile,
parce que c'est une vallée avec des montagnes d'un côté, une rivière, il y avait de la place pour mettre une ville, et puis il y avait de quoi faire de la culture, c'était parfait. Pourquoi cette vallée est là? Elle est là parce qu'il y a une faille. Pourquoi la plaine du cul-de-sac, maintenant très urbanisée de plus en plus, mais qui aussi a eu cette même forme allongée, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'on a construit Port-au-Prince là où on l'a construite, dans un endroit au flanc de la montagne qui paraît très, très intéressant? Mais parce qu'il y a aussi une faille. Donc voilà, les territoires que l'on occupe, ils doivent leur morphologie, donc aussi les avantages qu'ils proposent, qu'ils procurent à l'installation des villes, ils les doivent à la géologie. Et cette géologie, parfois, en République dominicaine, comme en Haïti, et c'est la même chose, c'est le même niveau de danger des deux côtés, cette géologie, elle contient une menace. Alors il faut faire avec. Alors dites-nous, Éric Calais, est-ce que les recherches ou les études, est-ce qu'elles se sont poursuivies sur Haïti, je veux dire? Oui, elles se sont poursuivies et et ça c'est très important pour moi, et pour moi, je pense surtout pour Haïti, avec en particulier l'implication de jeunes Haïtiens. Il y a quelque chose qui a changé à petite échelle, mais qui n'est pas négligeable du tout après le tremblement de terre, c'est que de jeunes Haïtiens ont décidé de s'orienter vers la géologie, les sciences de la terre, la science des séismes, pour comprendre ce qui s'était passé et pour, avec l'ambition, je pense, même si au départ elle n'était pas exprimée comme ça chez eux, de construire une masse critique de scientifiques haïtiens capables de comprendre les séismes dans toutes leurs dimensions, depuis la dimension géologique du séisme jusqu'à la dimension génie civil, c'est-à-dire comment construire, etc., par rapport à ça. Alors il y en a quelques-uns comme ça qui ont fait leur thèse. On a entendu parler récemment dans les nouvelles, je pense que c'est évidemment en Haïti en particulier, de nouvelles découvertes de failles sismiques, en particulier dans la région métropolitaine. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par un jeune chercheur haïtien qui a fait sa thèse en France, qui est rentré en Haïti, il travaille maintenant avec le Bureau des mines et de l'énergie, et il y en a d'autres comme ça, il y a qui vont revenir. Alors, avant d'approfondir les résultats de ces recherches sur notamment les failles découvertes, est-ce qu'à votre avis, cette masse critique va, à l'avenir, nous permettre d'éviter qu'il y ait des dégâts si la Terre arrive à trembler? Ça va prendre du temps. La question du risque sismique, ce n'est pas une question disons dans 25 ans. Dans 25 ans, je pense que c'est possible. Mais il faut les accompagner. Ces jeunes qui ont 25 ans, entre 25 et 30 ans, qui rentrent en Haïti après avoir passé quelque temps à l'étranger, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils se trouvent dans des structures qui vont leur permettre de continuer, avec leurs moyens, de faire des recherches. Ils sont avides de faire ces recherches, ils sont avides de contribuer à la connaissance pour leur pays, ils sont avides de participer à la réduction du risque sismique. Il faut leur en donner les moyens à ces jeunes qui reviennent, qui sont en train de revenir. Donc moi je pense que si on les accompagne, mais c'est eux qu'il faut mettre au premier plan, c'est eux qui doivent être mis en charge, même si derrière des gens comme moi, comme d'autres, Claude Prepty et plein d'autres peuvent faire le backup. Mais c'est eux qui doivent être mis en position de devenir des leaders. Et dans 25 ans, ils auront notre âge respectable, n'est-ce pas? Et ils seront à ce moment-là en capacité vraiment de mener des équipes, de mener des réflexions, d'avoir éventuellement aussi un discours qui portera au niveau des politiques pour arriver à faire changer les choses. Donc c'est un chemin sur lequel il faut s'engager, il faut utiliser ces jeunes pour ça. La découverte, il y a beaucoup plus de failles qu'on le croyait ou il n'y en a pas autant? Alors, voilà, vous connaissez le proverbe, quand on cherche, on trouve. Et l'inverse est vrai, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors en Haïti, c'est-à-dire avant on ne cherchait pas. Avant on ne cherchait pas. La recherche en géologie en Haïti s'est arrêtée il y a en gros une vingtaine d'années, on va dire, pour simplifier, pas tout à fait, mais enfin avant le tremblement de terre. Et donc il y a eu un vide dans la recherche. Donc il y avait des cartes géologiques, etc., mais qui n'ont pas été mises à jour, parce que, bon voilà, c'est comme ça. Maintenant, le tremblement de terre a eu lieu, on fait les recherches, on met des jeunes sur le terrain pour aller regarder, et ils regardent,
Ils trouvent des failles qu'on n'avait pas identifiées auparavant. Ça, On en a trouvé combien? Alors, on en a trouvé combien? C'est difficile à dire, mais on a trouvé l'article donc de ce jeune haïtien là identifie, je dirais 3 ou 4 failles nouvelles. Enfin, on les subodorait, mais elles n'avaient pas été démontrées. Le long vous avez dit 3 ou 4, professeur? Oui. Vous voulez un chiffre exact? Parce que certaines de ces failles, en fait, je dis 3 ou 4, parce que certaines de ces failles sont très proches l'une de l'autre. Alors on peut soit dire que c'est une seule faille, soit dire que c'est 2 failles. Mais je dirais, il y a une zone de faille, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire les choses, parce que les compter n'a pas vraiment un sens, c'est pas très utile, en tout cas en sismologie. Il y a une zone de faille qu'on avait un peu, sous-estimée, je pense, le long de la bordure sud de la plaine du cul-de-sac, qui traverse Port-au-Prince. Elles sont sur les cartes géologiques qui datent, je crois, de 1984, mais n'avaient pas été interprétées dans le degré de dangerosité que maintenant on sait qu'elles ont. Donc ce jeune haïtien a cartographié ces failles, et je dirais que c'est évident pour un scientifique. Alors, si vous permettez que je formule ma question autrement, je pourrais vous demander, par exemple, professeur, il y a combien de zones de failles en Haïti aujourd'hui, ou bien combien de zones de failles ont été jusqu'ici localisées ou répertoriées? Alors, jusqu'ici, donc connues. Oui. Alors, il y a toujours on répète la même histoire, hein, depuis 2010, il y a 2 grandes zones de faille. La zone de faille qui traverse la presqu'île du Sud, de Tiburon jusqu'à, en gros, Pétionville, et qui continue vers Fond parisien et puis en République dominicaine, c'est une zone de faille. Donc ce n'est pas une seule faille. Et dans cette zone de faille c'est toute la presqu'île du Sud, et y compris en mer de part et d'autre, toute cette zone est fracturée, toute cette zone est cassée, avec une grande cassure majeure qu'on appelle la faille d'Enriquillo ou la faille de la presqu'île du Sud, mais à côté, il y en a plein d'autres. Mais celle qui a vibré le 12 janvier? C'est une des autres, justement. Une des autres failles. Mais on ne dit pas de faille et de sous-faille, non? Ça se dit oui, pas. on peut dire, il y a des failles, effectivement, on dit une faille principale, ça va être la faille de la presqu'île du Sud, et puis des failles secondaires, qui sont plus petites. Mais j'ai entendu dire qu'on n'avait pas identifié la faille du 12 janvier. C'est elle qu'on appelle la faille de Léogane, non? La faille de Léogane, effectivement. Alors, on l'a identifiée après le tremblement de terre parce qu'on a eu des informations, en particulier satellitaires, qui ont permis de mesurer le mouvement du sol et donc d'identifier indirectement la faille. Et donc ça c'est intéressant comme histoire, parce qu'au départ, on l'a identifiée indirectement, sans pouvoir la voir véritablement à l'intérieur de la Terre. Et puis il y a eu une étude qui a été faite, elle aussi par un jeune haïtien, qui termine sa thèse bientôt, qui va la soutenir au mois de mars aux États-Unis, et qui a regardé les répliques. Les répliques qui ont suivi, les petits tremblements de terre qui ont suivi le choc majeur. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certaines ont été ressenties, et d'autres étaient beaucoup trop petites pour être ressenties. Mais quand on les localise précisément à l'intérieur de la Terre, eh bien on voit que ces répliques, ces petits tremblements de terre, ils matérialisent cette faille de Léogane, qui est donc la faille du 12 janvier 2010. Donc, a posteriori, on l'a vu, cette faille, mais on l'a vu au travers des petits crépitements, des petits séismes qui continuaient d'avoir lieu sur elle. Donc celle-là, on la connaît maintenant. Mais on la connaît parce qu'il y a eu le tremblement de terre du 12 janvier. C'est-à-dire, la faille, on peut voir, on peut observer ou encore même voir la faille qui est rompue le 12, et on peut aussi voir les failles dans le cadre des répliques. Oui, parce que les répliques, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une réplique? C'est un petit tremblement de terre. C'est un petit tremblement de terre qui se passe sur la faille très proche du séisme principal. Et donc, le séisme a cassé un grand pan de roche, là en l'occurrence une vingtaine de kilomètres de longueur, et une fois que le séisme principal a eu lieu, ça continue de casser un petit peu, de se réajuster par-ci par-là, et ce qu'on appelle ce plan de faille, le morceau qui a cassé, le grand morceau de roche, donc 20 km de long sur 10 km de profondeur qui a cassé, ce morceau de roche, eh bien, il continue un petit peu à crépiter pendant quelques mois. Et donc, en regardant très précisément, et là il faut un travail de détail, où ont lieu les répliques, on peut directement voir à l'intérieur de la Terre, finalement, où
se trouve cette faille. Donc c'est un travail de longue haleine. Vous avez dit quelques mois, et il y a déjà quelques années depuis qu'on a eu le 12 janvier, ça fait bientôt 6 ans. Et professeur, dites-nous, si aujourd'hui on ressent quelque chose, ça n'aurait aucun rapport avec une réplique ou bien c'est un nouveau tremblement de terre? Alors les répliques, en fait, elles peuvent durer, elles durent plusieurs années. Donc il y a encore aujourd'hui, mais très peu souvent, des répliques du 12 janvier. Mais elles vont finir par s'atténuer complètement. Les tremblements de terre que l'on ressent aujourd'hui sont des tremblements de terre, je dirais, nouveaux pour l'essentiel d'entre eux. Récemment, à l'automne, je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, il y a eu une petite crise dans la région d'Ansavo qui a été étudiée, très bien localisée par l'unité technique de sismologie du Bureau des mines. Ça, c'est quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec le séisme du 12 janvier. Donc, et puis, la deuxième zone de faille, on a parlé de la zone du sud, il y a évidemment la zone de faille qui longe la côte nord du pays, qui passe... La faille septentrionale, c'est ça? La faille septentrionale, effectivement, qui passe entre Port-de-Paix et la Tortue, qui longe la côte au large du Cap, et qui continue en République dominicaine et qui passe quasiment dans la ville de Santiago. Alors, voilà aussi une ville qui est particulièrement exposée au tremblement de terre, au moins autant que Port-au-Prince. Donc voilà, c'est les grandes zones de faille. Et plus on va étudier en détail ces zones de faille, plus on va trouver de failles secondaires, c'est évident. Et plus on va étudier en détail la zone qui se trouve entre les deux, parce que le plateau central est une zone parfaitement sûre, j'en suis pas certain, parce qu'on n'a pas regardé en détail encore. Donc regardons tout ça, faisons travailler des jeunes géologues, formons des jeunes sismologues haïtiens bien sûr, pour aller faire ces études, et mettons à jour la cartographie des failles dans le pays, dans l'île en général, et déjà on pourra partir sur des bases bien meilleures, d'une part, d'un point de vue scientifique, et puis aussi on aura créé, encore une fois, je répète, c'est très important pour moi, cette masse critique de scientifiques haïtiens qui sont capables de faire le plaidoyer ensuite, d'expliquer aux populations, d'expliquer aux gouvernants pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire surtout face à cette menace, parce qu'on peut faire des choses. En 2008-2009, on évoquait la possibilité d'un tremblement de terre majeur en Haïti. À ce moment-là, les études apparemment portaient notamment sur la faille de la presqu'île du Sud. Avec les recherches effectuées, on allait découvrir que ce n'est pas la faille véritablement que l'on croyait qui allait vibrer, qui était cassée le 12 janvier. Est-ce que nous devons comprendre, professeur, que les mêmes menaces prévues avant 2010 demeurent? Oui, voilà, absolument. Absolument, les mêmes menaces demeurent. Ces deux grandes zones de faille, encore une fois, ce sont des zones de faille, comme vous l'avez très bien dit, avec des failles principales, et puis des failles secondaires, la faille de Léogane et d'autres. Ces zones de faille sont toujours sous tension. Et ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Et vous pourrez me reposer la même question quand je reviendrai à Radio Télémétropole la prochaine fois, dans 10 ans, dans 100 ans ou dans 1000 ans, j'aurai la même réponse. C'est-à-dire que cette menace, elle est inexorable, elle est constante, elle est là aujourd'hui, elle l'était en janvier 2010 et elle le sera dans le futur. Donc, mais il faut évidemment, le travail à faire, c'est de mieux la comprendre dans le détail. Ça, c'est un travail scientifique à faire. Il y a corrélation entre une faille et une autre. Par exemple, est-ce que le tremblement de terre de janvier 2010 peut avoir une conséquence ou encore un effet sur une autre faille? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, effectivement, parce que finalement, il faut imaginer que la Terre, c'est un espèce de gigantesque élastique, en quelque sorte, qui est sous tension. Donc quand ça casse quelque part, eh bien, ça provoque des changements non seulement sur la faille, mais aussi sur les failles avoisinantes. Donc les failles, en quelque sorte, on dit parfois qu'elles se parlent, elles communiquent entre elles. Quand une faille rompt, elle peut pousser une voisine plus proche du séisme futur, ou bien au contraire, elle peut éloigner sa voisine du séisme futur. Donc imaginez, vous avez des failles qui sont toutes capables de faire un tremblement de terre. Il faut les pousser. La pousser un petit peu, lui donner un petit coup, et hop, ça va se déclencher. Un séisme sur une faille donnée peut être ce qui va pousser la faille d'à côté à faire un tremblement de terre.
Alors, c'est des choses qu'on ne comprend pas très bien dans le détail. On comprend le principe physique, mais quand il faut l'appliquer de manière opérationnelle, donc par exemple dire, est-ce que la faille de Léogane a poussé la faille d'Enriquillo vers un séisme imminent, si c'est peut-être votre prochaine question, on ne sait pas le dire, ça. On ne sait pas le dire, malheureusement, parce qu'il faudrait connaître beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur l'intérieur de la Terre. Il faut garder en tête que quand on parle des tremblements de terre, on parle d'un processus qui se passe, qui est initié à des kilomètres sous nos pieds. On ne peut pas aller voir et prendre la température, mesurer quelque chose. C'est très très compliqué. Mais on sait que la Terre est vivante, tout simplement. On sait que la Terre est vivante. Professeur Pripti, la grande question, professeur Calais, pardon, la grande question de tous les Haïtiens, et peut-être de monsieur tout le monde, sauf les scientifiques, c'est où est-ce que l'on en est, par exemple, avec les recherches portant sur les prévisions? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des avancées significatives? Est-ce qu'on peut prévoir, même annoncer l'imminence d'un tremblement de terre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Je vous prierai de me garder la réponse pour après la pause. Et comme ça, les auditeurs sauront exactement, si on annonce que dans 2 mois, il va y avoir un tremblement de terre, est-ce que les recherches scientifiques permettent aujourd'hui de le dire? Donc, vous nous apporterez la réponse après la pause. Très bien. Évidemment, après la pause, on pourra aussi recevoir quelques questions de nos auditeurs. Je veux bien rappeler les numéros de téléphone par lesquels ils peuvent nous rejoindre. 28 16 52 52, 37 02 20 21, 37 02 20 22. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Éric Calais est avec nous ce matin à Métropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Éric Calais est notre invité ce matin. Alors, on attend la réponse, professeur. Tout le monde aurait aimé savoir exactement ce qu'on doit faire. Si la Terre va trembler, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prévoir? Par exemple, moi, si je sais que la Terre va trembler demain, et je mets tous mes effets, toutes mes affaires quelque part, et puis je me mettrai à l'abri, si je sais que la Terre va trembler. On annonce des études, des recherches scientifiques en ce sens. Où est-ce que l'on en est exactement? Est-ce que est-ce qu'on peut parler d'avancées significatives aujourd'hui, professeur? Alors je vais répondre à ça en 2 phases. Je vais d'abord reprendre ce que vous venez de dire sur « je vais me préparer ». Si je sais que ça va trembler… Si le professeur me dit aujourd'hui que la Terre va trembler demain ou après-demain, eh bien là, je me mettrai à l'abri. Et donc si je dis que la Terre va trembler dans les 50 années qui viennent, mais je ne peux pas vous dire quand, est-ce que vous allez vous préparer ou pas? Mais bien sûr. Eh bien oui, il faut le préparer aussi. C'est-à-dire qu'il faut se préparer non seulement si on sait que le séisme a lieu demain à 14h30, mais il faut se préparer aussi si on vous dit qu'il va avoir lieu quelque part entre maintenant et dans 50 ans. Et se préparer, ça veut dire effectivement mettre ensemble quelques affaires. Il y a des kits de survie qu'il faut normalement avoir chez soi pour être prêt. Donc les recettes, elles existent pour être prêt. Et il faut être prêt que l'on sache que le séisme est imminent ou que l'on ne sache pas très bien. Donc en Haïti, il faut être prêt tout le temps. Alors maintenant, pour répondre à la question sur la prédiction. Est-ce que vous voulez bien attendre un moment? Oui. Et accueillons un auditeur ou une auditrice. Et puis, bon, la question, on ne va pas l'oublier quand même, elle est tellement importante. Absolument. Auditeur ou auditrice, bonjour. Le professeur Calais est à l'écoute. Alors? Oui, ma question pour Calais, j'aimerais savoir parmi les faits qui existent, qui existe en Haïti, quelle est la plus dangereuse qui existe? Est-ce que vous voulez bien répondre, reprendre la question pour nous? On n'a pas trop bien saisi. Oui, quelle est juste parmi quand même les différentes failles qui existent en Haïti, quelle est la plus dangereuse? Ah, ok. Quelle zone de faille est la plus dangereuse en Haïti? Merci pour la question, auditeur. Passez une bonne journée.
Alors, bon, c'est une bonne question. C'est une question un peu compliquée parce que même si elle a l'air très simple comme ça, je dirais que, encore une fois, les deux grandes zones de faille, toute la presqu'île du Sud, toute la plaine du cul-de-sac, c'est une zone dangereuse, et toute la côte nord, c'est une zone dangereuse. Est-ce que la côte nord ou la zone, je dirais, presqu'île du Sud, plaine du cul-de-sac, est-ce que l'une est plus dangereuse que l'autre ? Je ne me risquerais pas à dire ça. Je pense que les deux sont d'un niveau de danger, on va dire, équivalent, et qui méritent toutes les deux de prendre toutes les mesures dans ces régions-là de sécurité, de sécurisation sismique des maisons, des populations, c'est clair. Il n'y a pas de zone de faille jusque-là non découverte, non identifiée? Il y en a certainement. Tout à l'heure, j'évoquais le plateau central. On n'a pas bien regardé le plateau central, mais si il y avait une faille majeure sur le plateau central, on l'aurait vu. Donc il y a peut-être des failles plutôt secondaires, on va dire. Elles peuvent être destructrices, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les deux grandes zones de faille, nord, enfin, grand nord, on va dire, et grand sud, sont les majeures. Vous permettez qu'on accueille notre auditeur. Auditeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je salue l'animateur ainsi que l'invité. Bonjour. Vous savez, je suis de passage en Haïti, mais j'habite à Boston, Massachusetts, depuis plus de 27 ans. Je suis l'animateur d'une émission en mi-mai à Radio-Télé Boston. Merci. Je profite de l'occasion pour poser une question à deux volets à M. Calais. Je me demande pourquoi à Boston, Massachusetts, on n'a jamais eu de séisme. Et pourquoi les gens ici en Haïti, ils profitent et disent qu'ils sont en sécurité dans le plateau central. Je veux dire, ils ont dit nous n'avons aucune chance d'être frappés, même de séisme, dans la ville ou dans quelques autres villes de province. Est-ce qu'ils sont pourquoi ils sont un peu safe dans le plateau central et pourquoi aussi à Boston on n'a jamais eu de séisme? Merci. Merci aux auditeurs. Professeur? Alors, Boston d'abord. Boston, c'est donc dans le nord-est des États-Unis, on est au milieu d'une plaque tectonique qui est très calme, contrairement à l'île d'Hispaniola, Haïti en particulier, qui est sur une frontière entre deux plaques tectoniques. Donc c'est une zone où il y a des efforts, des tensions qui se mettent en place dans la croûte terrestre qui nécessairement donnent lieu à des séismes. Boston, tout le nord-est des États-Unis, au premier ordre en tout cas, c'est très calme. On n'est pas dans une frontière de plaques, on est à l'intérieur d'une plaque tectonique. Il ne s'y passe pas grand-chose. Bien que il y a eu, il y a quelques années, à Washington, dans la région de Washington, un petit tremblement de terre qui a fait quelques dégâts. Le plateau central. Alors le plateau central, effectivement, il n'est pas traversé par des failles majeures. Parce que si c'était le cas, on les verrait, on le saurait. Il peut être, on n'a pas encore regardé en détail, traversé par des petites failles secondaires qui peuvent créer des séismes. Mais ce qui est important aussi, c'est que de garder en tête, c'est que s'il y a un séisme, un grand séisme sur la faille septentrionale, ou un grand séisme, je ne sais pas, sur la faille de la presqu'île du Sud, dans la plaine du cul-de-sac, c'est tout le pays qui vibre. C'est-à-dire que Hinche va ressentir des vibrations sismiques aussi. Dépendamment de la magnitude alors? Si le séisme est suffisamment grand. On a bien vu le 12 janvier, le séisme a été ressenti dans la totalité du pays. Alors évidemment, il fait des dégâts majeurs, surtout dans la zone proche de l'épicentre. Mais Hinche aussi est concerné, non seulement, le plateau central, est concerné non seulement par des séismes qui s'y passent, mais aussi par des séismes qui se passent à une certaine distance. Donc la nécessité de construire selon les normes concerne tout le pays, tout le monde. Elle concerne tout le pays à des degrés divers, mais elle concerne tout le pays. C'est une très bonne remarque. Un auditeur ou une auditrice est en ligne. Bonjour auditeur, bienvenue sur Métropole. Je peux formuler ma question? Allez-y. Monsieur Calais, j'ai pour vous comme question, est-ce que d'après vous, le fait d'avoir extirpé pendant près d'un siècle le pétrole de la planète n'est pas une des causes majeures de ce bouleversement annoncé, non seulement pour Haïti, mais pour toute la planète? Et qu'il faudrait arrêter le pétrole et prioriser l'énergie solaire pour faire fonctionner nos machines. Merci. Merci auditeur. Alors, le pétrole, l'exploitation du pétrole peut avoir un impact très local sur les petits tremblements de terre qui ont lieu dans la région où on exploite le pétrole. Mais ça n'a pas un impact global
parce que ce sont des toutes petites perturbations. On a l'impression que c'est peut-être énorme, mais ce sont des toutes petites perturbations. Forer un puits, extraire le pétrole, c'est minuscule par rapport aux forces qui sont en jeu dans la Terre. Donc ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la Terre, ça n'a pas d'impact significatif sur le fonctionnement de la Terre solide, on va dire. Alors maintenant, il y a une autre question qui est qu'exploiter le pétrole, les énergies fossiles en général, effectivement, ça a un impact sur le climat. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Est-ce qu'il vaut mieux s'engager vers des énergies alternatives? Bon, là, on est dans un domaine qui dépasse largement celui des tremblements de terre, mais c'est une bonne réflexion à avoir, qui n'est indépendante, qui n'a rien à voir avec le problème sismique. En attendant un autre appel, est-ce que vous pouvez répondre à la première question, à savoir les recherches sur la prédiction? Voilà. La réponse, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de prédire un tremblement de terre. Donc si vous entendez quelqu'un qui écrit sur Internet ou sur une radio, je ne sais où, il va y avoir un tremblement de terre demain, on prédit un tremblement de terre dans un mois parce que la Lune est alignée avec Vénus et que je ne sais quoi, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien de scientifique. Il y a des recherches qui continuent d'être faites, mais on a du mal. Par contre, ce qui est intéressant, et on voit que c'est dans ces directions-là que s'orientent des pays comme le Japon, la Californie, un État comme la Californie, ce sont les systèmes d'alerte précoce, c'est-à-dire que quand un tremblement de terre vient de se déclencher, on peut, mais il a déjà eu lieu, donc ce n'est pas de la prédiction, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire pour prévenir des dégâts à une certaine distance de la zone du tremblement de terre. On a encore quelqu'un en ligne. Allô, oui, auditeur, bonjour. Moi, salut M. Wendel qui a fait un bon travail et M. Eric Jean-Pierre Tour qui a fait un bon travail. Donc, ma grande question est, bon Dieu crée celle-là, il crée terre, il fait tout bagaille très bien. Donc, moi, je connais une sans faille ça et pour me dire qui ça produit faille ça. Merci, c'est ma question. Oui, vous comprenez le créole? Ouais, j'ai compris un petit peu. Qu'est-ce qui produit les failles? Étant donné que la Terre est créée par Dieu. Oui. Alors, indépendamment de la création de la Terre par Dieu, la Terre, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, peu importe qui et comment elle a été créée. Vous voulez dire Dieu crée la Terre et les tremblements aussi? Exactement. Donc la Terre, elle a été créée comme elle est, et si c'est Dieu qui l'a créée, il l'a créée avec les tremblements de terre. Il l'a créée avec des plaques tectoniques, il l'a créée avec des failles, il l'a créée donc avec des tremblements de terre, avec des océans, avec des plaines et des rivières. Donc tout ça, ça vient avec ce qui a été créé, peu importe la limite comment. Donc les tremblements de terre, ça vient avec la terre. Il n'y a pas de terre sans tremblement de terre. Mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, formuler la question autrement, à savoir, à partir de quel moment on peut parler de naissance d'une faille? Oui, alors ça c'est une question de très haut niveau scientifique que vous venez de poser. C'est une question que se posent les scientifiques, comment naissent les failles. Les failles naissent de manière progressive sur des milliers, voire des millions d'années. C'est un peu comme des fractures qui se propagent. Vous savez, quand vous avez dans votre mur de béton une petite fracture qui se forme, et puis un mois plus tard, la fracture, elle s'est allongée. Et les failles, elles se propagent comme des fractures. Les failles sont des fractures. Maintenant, les tremblements de terre, eux, pour la plupart d'entre eux, tous, on peut dire quasiment, ont lieu sur des failles qui existent déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cartographie ces failles qui existent déjà, si les géologues vont sur le terrain pour essayer de les trouver, de les identifier, ou les sismologues, eh bien ils peuvent les cartographier et donc dire, voilà une faille ici, sur laquelle il y a eu des tremblements de terre dans le passé, et donc il y en aura encore d'autres. Voici les caractéristiques de cette faille, voici la magnitude qu'elle peut générer, et donc voici comment il faut construire si vous voulez que votre bâtiment résiste à ce tremblement de terre sur cette faille. Où est-ce qu'il est recommandé de construire en Haïti? Question d'un auditeur. Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, si on construit bien, je vais me mettre pour quelques minutes dans la peau d'un ingénieur, je ne suis pas un ingénieur structure, mais un ingénieur vous dirait, on est capable de construire n'importe où pour résister à n'importe quel tremblement de terre. C'est juste une question de dimensionnement
de l'ouvrage, combien de béton, combien de ferraillage. Donc ça va être une question de coût. Donc à la limite, on peut construire partout. Maintenant, construire partout, ça a un coût. Donc il vaut mieux construire évidemment dans des zones qui sont moins susceptibles au mouvement du sol. Ce qu'on observe partout dans le monde, c'est que les sols sur lesquels on pose nos bâtiments ont des capacités variables vis-à-vis de la vibration sismique. Certains ont la mauvaise idée d'amplifier les vibrations sismiques et d'autres non. Si vous construisez votre maison sur des roches dures, eh bien, les roches dures n'amplifient pas les ondes sismiques, les vibrations sismiques. C'est probablement pour ça que des zones comme Jalousie, par exemple, pas très bien construites, c'est clair, a finalement bien résisté le 12 janvier. Et à l'inverse, des zones qui sont très molles, où le sol est très mou, le bas de la ville, par exemple, qui a été dévasté le 12 janvier, ce sont des zones qui amplifient les ondes sismiques. Donc il faut avoir l'information pour savoir où construire. Il faut avoir cette information du type de sol, et il se trouve que cette information, elle existe maintenant, en tout cas pour Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Fort-Liberté ou Anaminthe, c'est le microzonage. C'est un terme technique qui veut dire on fait une carte de la réponse du sol, de la capacité du sol à amplifier ou pas les ondes sismiques. On regarde cette carte et on sait où il vaut mieux construire et où il vaut mieux ne pas construire. Cette carte, c'est le Bureau des mines et de l'énergie, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui les ont réalisés. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui. Bienvenue. C'est pour une question. Allez-y. Ok, bonjour M. Calais. Bonjour. Bonjour Wendell. Bonjour. J'ai bien entendu ce que vous venez de dire, c'est assez explicite. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de respecter une certaine distance pour construire une maison selon que le terrain et pour la construction se trouve aux environs de la zone du faille? Est-ce qu'il y a une mesure à respecter en termes de kilomètres, des choses, ou en cas de tremblement, et les effets seront majeurs? Merci, auditeur. Vous avez compris la question? Oui, j'ai compris la question. Effectivement, plus on est loin de la zone de faille et qui va potentiellement générer un séisme, et moins les effets seront importants. Donc la construction, elle doit être particulièrement résistante quand on est proche, et elle peut l'être un petit peu moins quand on est plus loin. Alors ça, c'est le principe général. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'appliquer dans la pratique? Eh bien, il faut regarder, associé au code il y a maintenant un code du bâtiment haïtien, il y a un fascicule qui explique pour Haïti justement quelles sont ces distances et quelle est finalement par rapport aux failles majeures les zones qui sont susceptibles de subir des mouvements du sol très importants, ce sont les zones les plus proches des failles, et puis les zones qui sont capables de subir des mouvements du sol moins importants. Par rapport à cette information, qui est une information très technique, un ingénieur, il est capable de concevoir un bâtiment très proche de la zone de faille, donc très résistant, ou bien un peu plus loin de la zone de faille, où il pourra un petit peu libérer ses contraintes. Nous avons une auditrice en ligne. Auditrice ou téléspectatrice, bonjour. Bonjour. Bonjour M. Théodore, bonjour M. Calais. Bonjour. Je crois avoir entendu certains experts sismologues ou géologues dire que la boule est un entonnoir. Est-ce vrai? Un entonnoir. Un entonnoir. Alors là, il faudrait peut-être préciser ce que vous voulez dire par entonnoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par entonnoir, madame? Sismique qui pourrait disparaître. Ah, qui pourrait disparaître. Merci pour la question. Monsieur Calais va répondre. Disparaître, non. Il ne faut pas imaginer... On a parfois cette idée, effectivement, que les failles, c'est une espèce de gouffre qui s'ouvre et la terre tombe, les mornes tombent et qui engloutit et ça se referme et hop, les carrières de la boule disparaissent ou la boule ou je ne sais quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les failles, ce sont des fractures qui sont très difficiles à voir. Il faut l'œil du géologue pour savoir exactement où elles sont. Et ce ne sont pas des grands gouffres qui s'ouvrent. Ce sont des cassures finalement qui sont très discrètes
dans la morphologie, dans le territoire. Donc non, la boule ne va pas tomber dans un entonnoir. Par contre, la boule se trouve sur la zone de faille de la presqu'île du Sud, et les carrières elles-mêmes de la boule qui exploitent ce sable de très mauvaise qualité sont des carrières qui finalement doivent leur existence à la zone de faille elle-même. D'ailleurs, c'est assez ironique, parce qu'on exploite ce sable de la boule, qui est un sable calcaire, qui est sable. Pourquoi ? Parce qu'il a été broyé par les séismes successifs sur la faille. Si vous allez de part et d'autre des carrières, vous trouvez des calcaires très durs, qui ne sont pas du tout du sable, et vous arrivez vers les carrières, et là vous trouvez que les roches sont broyées, broyées au point de devenir pulvérisées, de devenir du sable. Donc c'est la faille de la presqu'île du Sud qui a créé le sable de la boule, et ce sable, mauvaise qualité, est utilisé dans la construction pour faire des blocs, pour faire tout un tas de choses, et on sait que ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc, de manière ironique, finalement, à Port-au-Prince, en Haïti, on utilise un sable sismique généré par une faille pour construire des bâtiments qui ne sont pas capables de résister au séisme. Donc il faut faire quelque chose là par rapport à ça. Donc là, est-ce que, quand même, si je dois comprendre, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de... Il n'y a pas lieu de donner d'autres explications, par exemple, à la dame qui apparemment a l'air inquiète. Et même si ce n'est pas un entonnoir, mais est-ce qu'un tremblement de terre ne peut pas provoquer des glissements de terrain ou des éboulements énormes qui pourraient entraîner de sérieux dégâts, de graves catastrophes, professeur? C'est vrai, on l'a vu le 12 janvier, il y a eu énormément de glissements de terrain un peu partout. La route de Jacmel a été interrompue pendant un certain temps par des éboulements de roches. Et ça peut être des éboulements très importants, ça peut être un pan de montagne entier qui déboule. Ce sont des phénomènes, je dirais, qui sont provoqués par le mouvement du sol. La vibration du sol déstabilise les roches, déstabilise des zones qui sont elles-mêmes déjà peut-être sous forme de sable ou de gravier, et hop, elles dévalent les pentes. Et évidemment, quand elles dévalent les pentes, ça peut faire des dégâts importants, parce que ça peut être des volumes rocheux importants, et ça peut tomber sur des maisons, sur des routes, sur des voitures, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose de tout à fait possible. On l'a vu le 12 janvier. Est-ce que l'homme peut provoquer des tremblements de terre? Oui. Oui, l'homme peut provoquer des tremblements de terre. On parlait tout à l'heure, un auditeur posait la question de l'exploitation du pétrole. Alors, les compagnies qui exploitent le pétrole savent très bien que certains modes d'exploitation du pétrole peuvent déclencher des petits tremblements de terre. Alors, ce n'est pas des magnitudes 7, mais des petits tremblements de terre. Donc, on peut déclencher des petits tremblements de terre si on ne fait pas attention quand on fait des forages profonds. Pas des forages superficiels, des forages profonds. Enfin, faut quand même, c'est quand même relativement rare. Donc c'est très difficile de causer des tremblements de terre. À travers des essais, par exemple, est-ce qu'un tremblement de terre peut être provoqué par l'homme? Des essais... on a parlé, en 2010, on parlait de, c'était quoi cette essai nucléaire, par exemple, bon, essai d'une bombe, par exemple. Des essais nucléaires, en fait, l'explosion nucléaire en elle-même est un tremblement de terre. C'est un mini tremblement de terre, et d'ailleurs... Et si l'explosion est souterraine, par exemple? Oui, bien sûr, c'est ça. L'explosion souterraine, c'est un mini tremblement de terre. C'est pas pour rien que les pays qui continuent à faire des tests nucléaires, qui sont plus autorisés normalement, font ces tests dans des zones sismiques. Parce que comme ça, elles pensent que les autres nations vont mélanger le test nucléaire, l'explosion qu'on a fait pour tester la bombe, avec les séismes locaux. Donc l'explosion d'une bombe, ça ressemble, dans la Terre, une bombe atomique, ça ressemble beaucoup à un tremblement de terre. Mais c'est des petites magnitudes. Ce sont toujours des petites magnitudes. Alors, est-ce qu'on pourrait construire une bombe qui génère une énergie suffisante pour un magnitude 7? Peut-être, mais bon, je crois que c'est pas l'entre-deux. Est-ce que c'est absurde de parler de tremblement de terre provoqué? Non, si on parle du 12 janvier. Alors, si on parle du 12 janvier, oui, là, je pense que c'est absurde. En tout cas, il n'y a rien qui l'indique. Enfin,
On parle de documentaires justement en circulation qui auraient tenté de démontrer que ceci aurait été provoqué par des Américains. Oui, on a aussi dit que les Américains, toujours eux, étaient en train de construire un tunnel qui allait de Miami à Caracas et qu'en passant sous la presqu'île du Sud, eh ben, pas de chance, ils auraient déclenché le tremblement de terre. Bon, ça, c'est des choses... évidemment, le commun des mortels peut imaginer que ce soit réaliste, mais quand on connaît la géologie, quand on connaît la structure de la Terre, on sait que c'est tout à fait impossible, on sait que c'est d'un point de vue physique, que ce n'est pas réalisable. Donc le tremblement de terre du 12 janvier, généré par l'homme, par les Américains qui auraient fait des tests, je ne sais quoi, je pense qu'il n'y a aucun élément sérieux, scientifique, qui permette de le démontrer. Donc il faut oublier ça, et il faut en rester par contre, ce que l'on sait, c'est-à-dire que les tremblements de terre, c'est le fonctionnement normal de la planète. On exploite l'eau au niveau de la plaine du cul-de-sac. Le rythme avec lequel ça se pratique, est-ce possible que ça provoque des tremblements de terre? Question d'un auditeur. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, on voit dans certains cas une relation entre l'exploitation, le pompage d'eau profonde et puis des tremblements de terre. C'est en général des petits tremblements de terre. Je ne connais pas le rythme d'exploitation de l'eau en plaine du cul-de-sac, mais j'imagine que ça doit être de toute façon à des rythmes, à des taux qui sont trop faibles, donc des perturbations qui sont minuscules, encore une fois, par rapport aux forces qui sont en jeu dans la Terre. Donc je ne pense pas que ce soit un facteur déclenchant très important, en tout cas aujourd'hui. On parlait au début de l'interview de possibilités de prévision. Et professeur, je crois avoir lu quelque part, une observation des animaux, du comportement des animaux peut aider, est-ce vrai? Alors, il y a des observations qui mettent en relation effectivement, pour certains séismes, un affolement ou un comportement anormal des animaux avant un tremblement de terre. Il y a d'autres types d'observations qui ont été faites parfois, les courants électriques dans la Terre qui changeraient, etc. Donc il y a des émissions de certains gaz rares, le radon, etc. Bon, dans certains cas, c'est observé. Dans beaucoup de cas, ça n'est pas observé. Donc on ne peut pas généraliser. Et puis on ne comprend pas quel est le mécanisme physique qui relierait ce comportement des animaux à un séisme futur, pour le moment en tout cas. Donc on observe ce genre de choses, mais il n'y a pas de recette qui va dire « Ah, mon chien aboie maintenant et la poule est montée sur le toit, donc il va y avoir un tremblement de terre ». Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi on ne parle jamais de possibilité de volcan en Haïti? Alors, parce que en fait, Haïti n'est pas une zone volcanique, ça se comprend d'un point de vue géologique, parce que pour générer des volcans, il faut que la Terre soit capable de générer de la lave. La lave, c'est de la roche en fusion. Pour faire fondre la roche, il faut arriver à des températures qui sont entre 800, 900 et 1000, 1200 degrés. Donc il faut qu'il y ait de la chaleur à l'intérieur de la Terre, il faudrait qu'il y ait une chaleur très importante sous l'île d'Haïti pour qu'on puisse avoir des volcans en Haïti. Ce n'est pas le cas. C'est le cas par contre dans les Antilles, en Guadeloupe, Martinique. Là, il y a cette chaleur disponible qui permet de faire fondre les roches en profondeur et donc d'avoir les tremblements de terre. Elle n'existe pas en Haïti. Mais on parle de volcans qui sommeillent en Haïti, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Alors il y a on appelle ça des petits pointements volcaniques, le Morne la Vigie, Verto Mazo. Ce sont des volcans qui sont ce sont des zones volcaniques qui sont relativement récentes, mais qui sont toutes petites et je dirais qui sont anecdotiques. Donc s'il y a bien un risque, il faut quand même se féliciter qu'il y a un risque qui n'existe pas en Haïti, c'est le risque volcanique. Je crois que ça, c'est pas à l'ordre du jour. Concentrons-nous sur les problèmes bien identifiés, le sismique par exemple, le tsunami, les inondations, etc. Alors, la leçon à retenir de cette émission, c'est que les possibilités de séisme demeurent, séisme majeur demeure en Haïti. Et pour se protéger? Voilà, alors effectivement, c'est la leçon. Les possibilités de séisme majeur continuent d'exister et continueront pour toujours d'exister. Donc il faut se préparer dès maintenant sans attendre. Il faut construire de manière raisonnée par rapport à cette menace.
Ça commence à être fait en Haïti, pas à une échelle suffisante encore. Il y a des formations, le ministère des Travaux publics a formé des centaines de maçons à un type de construction qu'on appelle la maçonnerie chaînée, qui permet, avec des blocs et du béton classique, de construire un petit bâtiment résistant. Eh bien, voilà, il faut savoir que c'est possible. Et ça ne multiplie pas par 2, ni même par la moitié, le prix de la construction. C'est marginal, le coût supplémentaire est marginal. Donc on peut se protéger, qu'on construise une petite maison d'un seul étage, ou bien évidemment qu'on construise, je sais pas, un nouvel hôtel, etc. Et là, quand on met évidemment des ingénieurs en jeu, ils sont capables de dimensionner, on le voit bien dans les constructions les plus importantes récentes, elles sont dimensionnées par rapport au tremblement de terre. Donc la construction, évidemment, c'est un enjeu majeur. Des efforts sont faits, probablement pas à l'échelle nécessaire pour le moment. Le tremblement de terre de 2010 aurait pu affecter le niveau d'eau du lac de la Frontière. Et comment ? Oui, alors ça a été effectivement... on a beaucoup parlé de ça à l'époque, parce que les lacs d'Haïti en général, pas seulement Azuay, mais Miragoâne et d'autres, leur niveau a augmentait en fait, mais augmentait depuis 2008 déjà, donc ça augmentait avant le tremblement de terre. Donc certaines personnes ont dit « Ah, mais c'était les signes précurseurs du tremblement de terre, peut-être que c'est ça qui a déclenché le tremblement de terre ». C'est pas idiot comme raisonnement, c'est pas idiot du tout, mais à ce moment-là, pourquoi le tremblement de terre à Léogâne et pourquoi pas le tremblement de terre plutôt à fond parisien? Alors si c'est le niveau du lac qui a un impact sur le tremblement de terre. Les études qui ont été faites a posteriori sur les variations des niveaux de lac semblent montrer qu'en fait il s'agit d'un phénomène qui n'a rien à voir avec les séismes, qui est purement lié au régime météorologique et hydrologique d'Haïti. Et donc pour le moment, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une indépendance totale entre le niveau des lacs et la sismicité qu'on a vue le 12 janvier. Merci, professeur Calais. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Partagé. Et vous allez repartir bientôt? Je repars bientôt. Je repars lundi, mais j'en reviendrai. Ben, vous reviendrez. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sismologue Éric Calais était avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.